J'étais d'ailleurs le joueur le plus nul de l'équipe la plus nulle dans la division la plus nulle. Peut-être le joueur le plus nul de France. Et puis derrière, contrat pro, et puis derrière des titres, etc. Ça enchaînait, ouais. Ça a enchaîné par la suite. Ça valait le coup d'arrêter. Ok. J'ai arrêté à mon prime, tu vois, j'ai pas arrêté en fin de carrière parce que j'avais mal au genou. Je suis en pleine forme. Et j'étais au meilleur moment de ma carrière. J'avais pitché à la boîte de dev et j'aurais dit écoutez, j'ai pas un rond. Mais par contre, qui sont là si vous m'aidez à être prêt et je vais pouvoir vous payer. Ok. Celui qui pense qu'il peut être remplacé par une IA, c'est sûrement que t'es pas bon dans ce que tu fais. Ouais. Il n'y a pas de taxe sur les rêves. Ok. C'est non imposable. Je suis pas quelqu'un de motivé. Ok. Je fixe un objectif et après je me pointe tous les jours. Je le dis souvent, c'est la résilience. Et mine de rien, ça demande une discipline. Je contrôle pas tout ce qui va se passer. Voilà, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Je peux contrôler que ce que moi je fais. Ouais. Et donc du coup, je suis serein, même quand le bateau est tangue, là où il y en a d'autres qui vont péter les plombs. Pour moi, c'est plutôt facile. C'est quoi ta technique, toi, pour garder le fil? Bienvenue, Sadé. Merci d'être là avec nous Bah, merci à et toi. d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui est Sadé? Eh bien, qui est Sadé? Sadé, c'est un ancien basketteur professionnel de 32 ans aujourd'hui. 14 avril, c'est mon anniversaire. Bah écoute, joyeux anniversaire. Merci pour le cadeau. Donc ouais, 32 ans, de base lyonnais. J'ai grandi à Lyon, j'ai fait toute ma scolarité dans le privé jésuite. Le basket, c'est arrivé qu'un peu plus tard. Ok. Là-bas, je faisais du tennis. J'étais pas bon. Et puis j'ai fait du basket et j'étais pas bon non plus. J'étais d'ailleurs le joueur le plus nul de l'équipe la plus nulle dans la division la plus nulle. Donc peut-être le joueur le plus nul de France. Ah ouais, là t'es humble en disant Non, ça. non, c'est la réalité. En tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais j'ai pas vu de limite. Et puis d'un coup, j'ai grandi. Tu vois, je fais 2m10. Et puis derrière, centre de formation. Et puis derrière, contrat pro. Et puis derrière, des titres, etc. Ça a enchaîné, ouais. Ça a enchaîné par la suite. J'ai un CV plutôt bien fourni. Tu vas encore dire que je suis humble, mais encore une fois, j'étais pas non plus un excellent joueur, mais j'étais dans des bonnes équipes. J'ai souvent eu de la chance. Et donc ça m'a permis de gagner quelques titres à la volée comme ça. Et donc ouais, une carrière d'un peu plus de 10 ans. J'ai joué en France, en Europe, un peu partout. J'ai fait plusieurs pays jusqu'en Asie du Sud-Est. D'accord. Et donc voilà un peu mon parcours professionnel. Est-ce que tu viens de Lyon, la ville, ou d'un village à côté? Moi, je pensais que c'était un village, un petit Non, village. Villeurbanne, c'est D'accord. un quartier de Lyon, hein, c'est une grande Ok. ville. Ouais, très bien. Lyon même, ouais. Et du coup, pendant ta carrière, c'était quoi ton quotidien en tant que joueur pro? Bah, mon quotidien en tant que joueur pro, déjà, il faut savoir, quand tu es joueur pro, tu pars très tôt de chez toi. Et donc, moi, mon quotidien, il était très simple. Hein, c'était les entraînements. Tous les jours. Tous les jours, 2 fois par jour. Et les matchs le week-end. Pendant des années. Moi, la chance que j'ai eue, c'est t'as beaucoup de temps libre quand tu es un joueur professionnel. Mine de rien, tu t'entraînes 4 à 6 heures par jour si t'es déterminé. Ça fait quand même beaucoup de temps libre. Et là où la plupart des autres joueurs, je vais te dire, ils passaient du temps, leur temps libre sur la PlayStation et Netflix. Moi, je me suis toujours rendu compte que la plus grande chance que j'avais dans ma carrière, en fait, c'était le temps. Ça veut dire que je suis payé pour faire quelque chose que j'aime, et en attendant, j'ai du temps de découvrir ce que je voudrais faire par la suite. Oui, c'est bien. Et donc j'en ai profité. Moi, je suis un autodidacte, et j'en ai profité pour apprendre énormément, surtout. Ce que j'aime dire à mes associés, j'en sais assez pour pas avoir l'air bête dans une pièce. Tu vois, je suis un peu touche à tout. C'est bien. Je suis expert de rien, mais je peux passer. Voilà, tu vas croire que je comprends ce que tu dis, quoi. Voilà. C'est vrai que nous, l'idée qu'on a d'un joueur pro, c'est quelqu'un qui a le temps, en fait. Généralement, il y a l'entraînement tôt le matin. Donc, là, je parle peut-être des footballeurs. Ouais, c'est pareil, à 9h, ils commencent la rentrée. Enfin, ils ont 2 heures, 3 heures d'entraînement, et puis toute l'après-midi, ils ont le temps. Et puis, on dit qu'ils ont de la chance parce qu'ils gagnent trop par rapport à ce qu'ils font, l'effort, mais, mais c'est ça aussi d'être athlète professionnel. Ouais, quoi. après, c'est pas donné à tout le monde. Faut aussi, tu vois, ils ont le temps, mais faut savoir que derrière, tu es extrêmement fatigué, donc ton temps de repos, pour moi, ça fait partie du temps de travail. C'est Donc mérité, tu peux pas c'est faire vrai. 36 000 choses non plus, tu vois. Tu peux avoir un autre emploi, ou etc., parce que c'est très demandant physiquement, c'est éreintant, c'est beaucoup de sacrifices. Donc, ouais, c'est le matin, tu as entraînement, tôt le matin, ou pas tôt, entre 9h, allez, 9h et midi, tu vas faire tes entraînements. Et derrière, après, tu reprends, tu as 16h, 18h, ou 18h, 20h, dépendant d'où tu es. Mais grosso modo, tu as beaucoup de gaps entre-temps, des jours off entre les matchs, etc. Donc, du temps, tu en as. Moi, j'ai choisi d'optimiser ce temps-là en apprenant le plus possible, en lançant l'entrepreneuriat. C'était pas nouveau pour moi. Avec mon associé actuel, on a
On a lancé plein de boîtes avant. On était en centre de formation. Il faut savoir que nous, on n'avait pas d'argent. Mes parents n'étaient pas riches. D'accord. Et du coup, pour subvenir à tes besoins, tu as besoin de gagner des sous, quoi. Donc l'entrepreneuriat, pour nous, c'était une nécessité. Plus jeune, parce que c'était papa maman qui payait le centre de formation. Et donc on a commencé il y a 15 ans peut-être, on faisait du dropshipping avant le dropshipping, ça n'existait pas encore. D'accord. On avait un contact à l'époque, tu sais, il y avait les casques Beats by Dre qui Oui. étaient à la mode. Et nous on avait un contact Rose en Chine. Je peux le dire, je crois qu'il y a prescription. Mais grosso C'est modo, ils avaient une usine où quand les casques ils ont un petit défaut, ils peuvent pas les vendre. Ok. Et du coup, il y a des mecs en Chine qui les récupéraient et puis après qui les vendaient, mais genre à 10% du prix, quoi. Prix, ouais. Et donc nous, on les récupérait, on les achetait 50 € pièce et ça se vendait à l'époque 300 €, D'accord. 300 € pièce. Donc on faisait ça. Et puis du coup, bouche à oreille, c'était aux équipes, les pros, ils aimaient avoir des Beats by Dre, donc on vendait aux pros du basket, mais après aux pros du rugby, tu vois, il y avait le RCT Ouais. à Toulon, on était en centre de formation à Toulon. Et donc comme ça, on faisait du business, quoi. C'est pas mal. Déjà plus jeune, quand on avait c'est- 17-18 ans. Ouais. Derrière, on a fait plein de trucs. Ouais. Vendre Moi des aussi, téléphones, ça me rappelle, moi j'avais fait les disques durs, Ouais. des rames, etc. Je récupérais ça sur les marchés des bazars, en fait. Ouais. Les gens qui venaient ramener ça de l'Europe, parce que moi je suis marocain, donc ils ramenaient ça de l'Europe. Ils savaient pas ce que c'est, ils le mettaient dans le souk. Moi je viens, j'ai un disque dur, est-ce que je peux aller le tester? Il me dit vas-y, teste-le. Donc je le prends, à la maison, je le branche, et si ça marche, je viens de le payer. Et du coup, je l'achète comme ça, je l'achète pas cher, et derrière, moi je fais le tour des magasins et vous avez besoin d'un disque dur. Donc il faut y aller, quoi. Il faut y aller quand on est, voilà, quand on vient d'une famille modeste comme ça, il n'y a pas le choix. Et c'est très bien. Du coup, tu as eu cette flamme d'entreprendre très jeune, quoi. Donc, Ouais, et puis c'est tu sais, la misère est mère d'invention, comme on dit. Ouais, Donc c'est dans ces environnements-là, j'ai envie de te dire que tu vas trouver moyen de créer quelque chose. Et donc ouais, en parallèle de ma carrière, on a toujours été dans les bons coups, quoi. On montait plusieurs boîtes. Et donc l'entrepreneuriat, c'était pas une finalité aujourd'hui. Pour moi, quand j'ai arrêté le basket pour faire de l'entrepreneuriat, c'est un moment où j'étais sûr de ce que je faisais, quoi. J'ai pas arrêté pour un rêve. J'avais déjà un bon bagage, on va dire, d'entrepreneur. Même si je suis pas millionnaire, je suis pas Jeff Bezos, mais j'avais mon petit bagage. Et donc quand j'ai vu cette opportunité-là, je savais que ça valait le coup d'arrêter. J'ai arrêté à mon prime, tu vois. J'ai pas arrêté en fin de carrière parce que j'avais mal au genou. Je suis en pleine forme et j'étais au meilleur moment de ma carrière, tu vois. Ah oui, c'est à 32 ans. Non, 32 ans, c'est aujourd'hui. Ça fait déjà... Ça fait bientôt 3 ans que je suis sur ce projet-là. Ouais. Donc j'avais arrêté à 29-30. 29-30. En carrière de basketballeur, ça peut aller jusqu'à 40, hein, j'ai ouais, l'impression. non, ça normal. Va. Ouais, ça va. Après, c'est toi et ton hygiène de vie, mais moi, je pouvais jouer encore 7-8 ans facile, quoi. Ok. Et toi, du coup, le choix de l'entrepreneuriat, c'était bien réfléchi, en fait. C'était une suite logique. Une suite logique pour toi, c'est une continuation. Ouais. En fait, c'est arrivé parce qu'il y avait une opportunité à saisir. Et je l'ai saisi. C'était un alignement d'étoiles, on va dire. Ok. Et tu pouvais pas cohabiter les deux, en fait. Faire ça en parallèle en tant que joueur. Et puis, il y en a pas mal de sportifs qui font ça, en fait. Qui lancent leur commerce et du coup, qui émettent des gens de la famille, des amis, etc. sur le coup. Non, bien sûr. Ils continuent leur parcours sportif. Et du coup, les business, il y a des gens qui gèrent ça pour eux, etc. Ouais, non, c'est sûr. Après, moi, j'ai pas les mêmes ressources financières qu'un footballeur qui fait 1 million d'euros l'année, tu vois. Ouais. Et surtout, ça demandait énormément de temps parce que c'était early stage. Et moi, la manière dont je fonctionne, c'est il faut que je fasse un sacrifice, tu vois. Et c'est ce que je dis souvent à des joueurs que je connais ou des jeunes surtout, ou même des gens qui sont pas dans le sport de niveau, c'est d'investir sur eux-mêmes. Grosso modo, si tu vas à la muscu ou si tu veux faire un programme de nutrition, paye et sacrifie quelque chose parce que c'est ça qui va te forcer à être discipliné. Si t'as rien sacrifié, tu vas laisser aller, etc. Donc moi, j'avais besoin, grosso modo, de mettre tous mes œufs dans le même panier pour ça. Ok, là c'est sûr que je vais me donner à fond sur ce truc-là, tu vois, parce que j'ai pas d'autre choix. Et c'est dos au mur que je suis le meilleur, tu vois. Et dans le sport, c'est pareil. Au basket, c'était ça. C'était ça. J'ai besoin de cette pression-là pour y arriver. Parce que moi, je connais pas trop le monde du basket. Je sais dans le foot, ils ont des très bons salaires. Le basket, par exemple, aux États-Unis, ça paye bien. En France, c'est quoi pourquoi quand tu parlais de c'est pas un millionnaire, etc., alors que tu as fait des bons clubs quand même. Et c'est quoi qui fait que le basket, par rapport au foot, il y a cette différence-là?
En France, en tout cas. En France, ouais. Le basket, ça reste un des sports les mieux payés du monde. Quand tu regardes la NBA, ou même certains endroits en Europe, en France, comparé au foot, où j'ai pas le détail, parce que tu sais, tu as les moyennes au football. Ouais. On connaît tous les salaires des plus gros joueurs, mais est-ce que les moyens ou les plus bas, ils sont à combien? Je saurais pas te dire exactement. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont beaucoup plus gros qu'au basket. Au basket, je t'explique, le contrat minimum, par exemple, il est, si j'ai pas de bêtises, à 30 000 € l'année. Ok. Le contrat minimum en première division. C'est pas beaucoup. Et les contrats maximum, quand tu enlèves certains Américains qui touchent 1 million, 2 millions à l'année, ou même un Français, je crois, à la ZEL, où tu des gars qui vont toucher 1 million, mais tu les comptes sur les doigts d'une main. Le reste, tu es, on va dire, à 200 000, 250 000. Allez, c'est même pas une moyenne, c'est une moyenne haute. Tu vois, la moyenne, je te dirais, elle est à 100 000. Ok, c'est pas beaucoup en fait, je trouve. Elle est à 100 000. C'est pas beaucoup, et c'est un calcul que moi, j'avais la discussion avec des gars, moi. Le calcul, il est simple. Ta carrière, elle va durer 12 ans. Ta vie jusqu'à la retraite, c'est quoi, 44 ans? Ouais. Donc en fait, pour 1 euro que tu touches, il faut que tu le divises par 4. Oui, tout à fait. Techniquement. Donc quand tu vois un mec qui a 10 000, en fait, en gros, qui croit qu'il vit comme un médecin, bah non, en fait, t'es un peu au-dessus du SMIC. Oui. Tu vois, Oui, c'est ça, Tu vois, techniquement. divise ton salaire par 4. Ouais. Parce Donc, que les autres généralement, quand vous êtes payé, vous avez des contrats CDI. C'est des contrats de 10 mois la plupart du temps. coup, Peut-être des fois tu vas signer sur 2 ans. Du coup, tu as un contrat de 2 ans, tu vois. Et comment ça gère la retraite là pour les joueurs pro en basket du coup? Est-ce qu'ils ont une retraite Ouais, qui a- tu cotises, t'es Ouais. salarié, t'as un Ouais. statut de salarié en France, donc tu cotises comme n'importe qui, tu vois. Du coup, la retraite, de toute façon, elle permet pas de garder le même train de vie qu'on avait avant en tant que Non, joueur. mais quoi, surtout, c'est ça, ouais. surtout que ton train de vie, t'es un grand joueur, t'es un bon joueur, tu vas faire dans le prime de ta carrière, tu fais 25 000 € par mois, tu fais une saison à 250 000 €. Déjà, une fois que ta carrière elle s'arrête, va trouver un métier où tu fais sans Bien, diplôme, ouais. tu fais 25 000 par mois déjà. Effectivement, ouais. Donc déjà, bonne chance pour maintenir ton style de vie. Si ton style Ouais. de vie, tu l'as calqué sur ce salaire-là, Oui. Ouais. bon courage. Ouais. Et quand bien même, au final, bah, tu as encore les 3/4 de ta vie professionnelle où il faut que tu vives. Ouais, Tu vois, effectivement, qu'est-ce ouais, que c'est tu ça, fais c'est ça. Il faut aussi, surtout, cette flamme-là, le fait d'être sportif au haut niveau, on est un peu exposé, on a cette flamme, on a cette adrénaline, on est chaud, quoi. Il faut garder en fait, un petit peu pour vivre aussi. Parce que si on est éteint, quoi, c'est très difficile de c'est retrouver difficile, ça. un petit peu, C'est ouais. super C'est difficile. dur. Tu as beaucoup de joueurs qui partent en dépression, etc. Voilà, c'est ça, c'est ultra difficile. T'as un milieu à haute intensité, Haute beaucoup intensité, de stress, ouais. beaucoup d'adrénaline. Tu finis dans la vie civile, tu pètes un plomb. C'est comme pour les militaires, en fait. Comme pour les militaires Ouais, qui c'est reviennent intense, d'OPEX, et tu puis vois, ouais, c'est effectivement... ouais. c'est pareil. Et donc, surtout quand tu as ce problème-là de beaucoup de joueurs où tu te définis et où tu es défini toute ta vie par ton statut, tu es un Ouais. joueur de basket ou tu es un joueur de foot, tu es un sportif professionnel, bah, le jour où tu n'es plus un sportif professionnel, qu'est-ce que tu es? Bah, tu n'es plus rien. Si tu Ouais. t'es défini que par ça, si par ton Ouais, entourage, il y en a effectivement. certains par leurs épouses, par leurs enfants. Oui. Ils sont que ça, et une fois qu'ils sont plus ça, bah, c'est plus rien. Et derrière, c'est des dépressions, c'est des divorces, c'est tout ce que tu veux. Ouais. Donc moi, la chance que j'ai, c'est que je me suis jamais défini comme étant un basketteur professionnel, tu vois. Donc j'ai toujours su que ça allait se terminer Ouais. avant même que ça ait commencé, tu vois. Et pour moi, c'était juste un outil pour la suite de ma vie. Ok, très bien. Après, je dis ça parce que j'étais pas millionnaire, j'ai pas joué à NBA. Peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. Possible, après, Possible c'est... que si j'avais été au Los Angeles Ouais. Lakers, je tiendrais pas le même. Ouais, le même mais discours. en tout cas, t'as le bon midness, en fait. T'as eu cet esprit-là, état d'esprit, Ouais. qui t'a permis aussi de rebondir rapidement, en fait. Et du coup, dans ce sport-là de haut niveau, qu'est-ce que t'as appris, en fait? Si tu devais dire en 3-4 mots, qu'est-ce que tu retiens de ce sport haut niveau? De positif. Ouais, de positif, ouais. Ce que je retiens de positif, en tout cas, qui me sert, moi, dans l'entrepreneuriat, et je le dis souvent, c'est la résilience. Quand tu fais du sport de haut niveau, il faut avoir le cœur solide. C'est un milieu qui est extrêmement dur, extrêmement compétitif. Et mine de rien, ça demande une discipline qui, pour moi, me semblait être normale pendant ma carrière. Et pourtant, Dieu seul sait que j'étais pas le plus discipliné. Donc c'est la fourchette basse de la discipline. Mais même cette fourchette basse de la discipline, elle me semblait être normale, et qui s'avère qu'en fait, je m'en rends compte aujourd'hui dans le monde La startup. civil même, Ah, c'est vite, ouais. que en fait non, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Faire ça. Donc ça, c'est un vrai avantage. Le deuxième avantage, c'est dans ta carrière, bah, tu découpes tout en objectifs, t'es constamment focus. Ok, je veux faire ça, bah, écoute, je vais me faire tant d'heures d'entraînement, je vais le découper comme ci, comme ça, et dans 6 mois, j'aurai atteint mon objectif, tu vois. Ok. Et donc ça te permet d'être structuré, parce que dans l'entrepreneuriat, ça me sert aussi. Ok. Et le troisième, c'est
je dirais, c'est de savoir qu'on contrôle pas tout et de se concentrer uniquement sur ce qu'on peut contrôler. Tu vois. Ok. Je contrôle pas mon coéquipier, je contrôle pas comprends. le coach, je contrôle pas l'arbitre, je contrôle que mes actions à moi. Et donc je me concentre que sur ça. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Ouais. Je contrôle pas tout ce qui va se passer, oh là là, mauvaises nouvelles, bonnes nouvelles, je peux contrôler que ce que moi je fais. Ouais. Et donc du coup je suis serein, même quand le bateau est tangue, là où il y en a d'autres qui vont péter les plombs. Pour moi c'est plutôt facile Ouais, de rester sur... du coup, tu as fait ce que ouais. tu as à faire et puis. Tu fais ce que tu as à faire et le ouais, reste, c'est bon. c'est pas ton ressort. Ok, très bien. Et du coup, pendant cette période-là de joueur professionnel basket, à quel moment c'est né cette idée-là de créer une start-up, d'entreprendre? Donc là, tu as créé PlayerLink, qui est une start-up depuis 3 ans, du coup. À quel moment tu as pensé à ça? Qu'est-ce qui t'a amené à réfléchir? Est-ce que tu as rencontré le problème toi-même? Voilà. D'où vient en fait l'idée de créer PlayerLink? Bah, l'idée, elle vient en fait tout simplement d'un problème que moi et mon associé on a vécu dans ce milieu et qui est réel pour tous les joueurs. Ok. Faut savoir comment ça se passe pour Du trouver un coup, job. juste pour déjà. donner le contexte, Ouais. ton associé, c'est un coach aussi, il est dans le milieu sportif. Mon associé, ouais, Soireba Daramé, c'est un coach, un ancien coach, ancien joueur. Et lui, il s'est blessé en fait D'accord. plus Pendant jeune, sa carrière. en centre de formation, fin de carrière, une grosse blessure au tibia, fin de carrière, et du coup, il s'est mis dans le coaching. Donc, D'accord. il est devenu assistant coach pro, etc. etc. Ok. Directeur de centre de formation, donc il était à ce niveau-là dans les staffs. Moi, ce que je me suis rendu compte en tant que joueur, c'est aujourd'hui, il y a une limite pour les joueurs. C'est par exemple, si je suis français et que je veux partir à l'étranger, mon agent il est français, il a ses réseaux français, européens. Maintenant, si je veux aller jouer au Moyen-Orient, si je veux aller jouer en Chine, comment je fais, tu vois? Ok. Ou je veux aller jouer en Espagne. Bah, tu es obligé de passer soit par un autre agent, soit que ton agent il ait des réseaux avec des partenariats avec d'autres agents. Et donc, il y a des problématiques pour les joueurs pour s'exporter, par exemple, et même pour les agents, en fait, parce qu'au final, tu as moins d'opportunités pour tes joueurs, parce que il y a des limites géographiques, on va dire. Et donc, le but, c'était, on s'est dit, il y a un problème, on devrait pouvoir faciliter les échanges, permettre à ces différents acteurs d'élargir leur réseau et de s'affranchir de leurs frontières géographiques. Moi, j'avais une agence de consulting. En fait, ça s'appelle Oopticket. C'est une boîte qui est basée à Los Angeles, qu'on a montée il y a 4 ou 5 ans. En fait, on fait des camps d'exposition pour les joueurs. Donc, on permet en fait aux joueurs de venir à un endroit, en France, en Espagne, au Luxembourg, peu importe. Ils viennent pendant 2 semaines et ils peuvent s'entraîner devant les coachs pour que les coachs voient en fait plus que juste de la vidéo, comment le joueur se comporte à l'entraînement, etc., etc. Et puis, on s'est retrouvé avec beaucoup de joueurs, beaucoup de coachs, beaucoup d'offres et pas beaucoup de contrats au final. Et c'est là qu'on s'est dit, il faudrait pouvoir simplifier. En fait, il y a tellement de données et faudrait qu'on trouve un moyen de simplifier tout ça. En fait, c'est de là qu'est venue cette idée de PlayerLink, pour créer une IA pour optimiser le processus de recrutement. Pendant ta carrière, toi, t'as pas senti ce besoin-là au départ, vu que tu as changé Si, moi j'ai changé d'agent. Moi j'avais un agent en France et c'était un très bon agent. C'est peut-être la 2e ou 3e plus grosse agence française. Okay. Mais il était limité. Et puis lui aussi, il n'avait pas d'intérêt nécessaire que ton joueur, tu le places en France dans tes réseaux, tu prends 100% de la commission. D'accord. Tu veux le placer dans un autre réseau que tu n'as pas, tu partages ta commission avec un agent. L'autre agent. Après, je vais aller partager mon chiffre d'affaires aussi. Donc il y a des joueurs qui sont un peu, on va dire, pris en otage aussi par les agents, parce que c'est pas dans l'intérêt de l'agent et l'intérêt du joueur, il n'est pas nécessairement aligné. Okay. Et c'est dommage parce qu'au final, ça devrait toujours être le cas. Oui. Donc là, c'est ce qu'on essaie d'apporter avec PlayerLink, c'est qu'on ne veut pas que les agents perdent leurs joueurs, mais au contraire, qu'ils puissent se concentrer sur le cœur de leur métier, c'est leurs joueurs, et nous, on s'occupe du reste, quoi. Ok. La suite logique en fait de cette problématique-là, vous avez dit, c'est un SaaS, c'est l'application qui va faire ce travail-là, de mettre en relation les coachs, les agents et les joueurs, hein. Même les joueurs entre eux, du coup, c'est ça le... Non, pas les joueurs. Au final, on s'est dit, ok, comme pour tout, on segmente, on se dit, c'est quoi la principale problématique qu'on veut résoudre? C'est faciliter le recrutement. Donc le faciliter déjà pour qui? Pour les clubs, en leur permettant d'inverser le processus de recrutement. J'aime bien dire qu'un agent, c'est... Après, les agents que je connais vont m'en vouloir. Mais un agent, c'est un mec, tu veux acheter une chaise, il va te vendre une table et il va te dire que tu peux t'asseoir dessus. Tu vois, tu n'auras jamais ce que tu veux et tu l'auras pas au prix que tu veux. D'accord. Il va te vendre ce qu'il a au prix que lui veut. Donc les clubs sont un peu limités, tu vois. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On inverse le processus de recrutement. Ça veut dire c'est pas au club d'aller demander à un agent est-ce que tu as un joueur comme ci, comme ça, tu vois.
Le club, il va pouvoir, avec notre outil, trouver le joueur qui correspond parfaitement d'un point de vue sportif et financier. Et derrière, on le met en contact avec l'agent du joueur. Donc, on facilite en fait la négociation pour tout le monde. Ok. Ah, bah, c'est très bien. Et pour toi, en fait, ces transitions dans la tech, parce que du coup, ça demande de créer un SaaS. Est-ce que toi, auparavant, tu avais quand même des connaissances, vu que tu as passé quand même une période d'apprentissage qui est conséquente? J'avais des connaissances. C'est un grand mot. Ouais. J'avais des connaissances, j'ai quand même des capacités, on va dire. J'avais monté des sites internet, j'avais codé un peu, etc., etc. Donc je touchais un peu à tout. Ah, c'est pas mal déjà. L'IA, j'étais déjà dessus depuis quelques années, tu vois. Ok. Donc avant même, tu vois, ChatGPT, ça commençait, etc. J'étais déjà sur le dossier, on va dire. Ok. Mais encore une fois, j'avais des notions. Des notions qui me permettent de, si je vais voir des prestataires, ou si je vais me renseigner, ou si je vais recruter des data scientists, Tu sais de savoir de quoi on parle. Ouais. Et de ne pas me faire entuber. Ok. C'est juste ça le seul avantage que j'ai, on va dire, dans toutes mes connaissances que j'ai accumulées pendant ces années-là. Donc tu as codé quand même un petit peu. Ouais. Ok. Donc je suis en capacité de comprendre, je suis en capacité d'aider en fait mon CTO par moment. Donc je me dis, c'est simple, voilà l'idée que j'ai. Je sais pas si c'est possible, technologiquement parlant ou techniquement parlant. Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle, tu vois, sur Malte, je prends des freelances. Ok. Et j'en prends une vingtaine comme ça. Et j'appelle les 20. Et puis je lui dis, voilà ce que je veux faire. Ok. Je veux faire ceci, cela. Donc comment je peux faire? Oui, il suffit de faire ceci, il suffit de faire cela. D'accord, très D'accord. bien, je prends des notes. J'appelle le deuxième. Je lui dis, voilà, je veux faire ça et je voudrais le faire un peu comme ça. En donnant un peu des tips de ce qu'on m'avait dit avant. Ouais, moi je ferais aussi comme ça, mais je ferais ceci, cela. Et puis j'améliore au fur et à mesure, jusqu'à arriver au dernier et lui dire, écoute, voilà exactement ce que je veux, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, tu vois. Et oui, non, machin. Une fois qu'après j'avais une idée de comment c'était possible technologiquement parlant, derrière, cahier des charges, où là tu vas avoir des vrais data scientists, des vrais ingénieurs, etc. En leur disant, voilà, écoute, j'ai besoin d'un cahier des charges, et je veux exactement ça. Ok. Parce que maintenant, en passant par un freelance, sans avoir payé personne au final, parce que c'est que des discussions, je sais à peu près comment c'est faisable. Et donc derrière, en fait, c'était faisable. Donc après, derrière, on s'est associé avec Dr Sébastien Donker, qui est un docteur thésé en intelligence artificielle. D'accord. Pour justement les créer des algorithmes de recherche. Ouais. Ok. Donc c'est votre CTO du coup. Ouais, c'est notre CTO, notre capital. Ok, très bien. Du coup, par rapport à ces transitions là dans la tech, là, je vois, tu débrouilles très bien quand même pour quelqu'un qui n'est pas du milieu. Mais par rapport à ton management, en fait, parce que là, j'imagine, pour le développer, tu as fait appel à des développeurs. Comment tu gères en fait ton projet? Est-ce que tu as mis en place des stratégies, des méthodologies de gestion de projet, de l'agilité, ou un truc comme ça? De l'agilité, en fait, nous, on a que ce mot-là à la bouche parce qu'on n'a pas le choix. Okay. Le but, c'était justement, dès le début, d'avoir une architecture qui était la plus agile possible, tu vois. Dans le sens où, mine de rien, les données, on doit passer par des prestataires, il y a plusieurs API, donc il fallait qu'on ait l'architecture la plus mobile qui soit. Et donc, nous, dans la gestion du projet, en fait, c'est ce qu'on essaie de faire. À la base, on avait... je peux pas dire qu'on a fait l'erreur que souvent les startups font, c'est tu as l'idée finale, tu vois, tu as le gros produit, voilà, je veux que mon IA elle fasse tout ceci, tout cela. Et au final, tu vas construire un truc qui est ultra lourd. Et excuse-moi du terme, à la fin, c'est de la merde. Tu vois. Et je vais te raconter une anecdote qui nous est arrivée. On a... nous, notre IA, elle fonctionne et tout, on a l'algorithme. Et puis on se dit, pour l'expérience utilisateur, comment les coachs, les utilisateurs vont faire pour faire la demande, tu vois. Donc on dit, vas-y, on va faire un écran comme ça où tu parles et tout, comme si tu parlais à un scout. Tu lui dis, moi je veux ceci, cela, et l'IA elle te parle, elle te répond. Genre en gros, tu as une case blanche, tu viens, tu dis exactement ce que tu veux, comme si tu parlais à un recruteur. Okay. Super idée sur le papier. Oui. Très bien, on développe. On développe, etc., etc. Et là, on met dans la main des bêta-testeurs, tu vois. Donc nous, on filme en plus les bêta-tests. Donc on a le micro, on a la vidéo pendant que les mecs ils utilisent pour qu'on voit comment ils galèrent et on leur dit de penser à haute voix, tu vois. Okay. Et là les mecs ils arrivent devant et ils sont incapables d'utiliser le truc. Ça veut dire qu'ils comprennent pas, ils écrivent juste je veux un meneur, tu vois, je veux un joueur. Okay. Donc en gros t'as une IA, c'est comme si je te dis t'as une machine pour dépister le cancer et tu me dis j'ai mal à la tête. C'est ça. Ouais. Comment tu veux qu'on t'aide, tu vois. Okay. Et là on se rend compte de quoi en fait? On se rend compte que les gars ils sont incapables d'expliquer le joueur qu'ils veulent. C'est le prompter en fait, du coup. Ouais. C'est même plus une question de prompt, là. C'est comme quand tu vas chez le médecin, en fait, t'as mal quelque part, mais tu saurais pas l'expliquer. Okay. C'est le médecin qui te pose des questions pour arriver au diagnostic. Ouais, toi, tu viens, tu dis t'as mal là, il sait pas si c'est un muscle, si c'est un... Et donc, il va te poser des questions au fur et à mesure pour arriver à un diagnostic. Okay.
Et donc là, on s'est rendu compte qu'en fait, justement, c'était une idée de merde et qu'en fait, il fallait poser des questions en fait pour pouvoir affiner la recherche, pour guider la recherche du coach. Moi, je pensais que c'est une bonne idée, mais elle est juste prématurée, en fait. Les gens, ils n'étaient pas encore prêts. Mais je pense que maintenant, avec l'arrivée des IA génératifs, etc., les gens ils sont de plus en plus formés à prompter, tu vois. Voilà, ouais. Mais là, je t'avoue que pour le coup, en plus, c'est tellement spécifique, tu vois, que si tu sais pas jusqu'où l'IA elle peut aller dans la recherche du joueur, tu sais, on a presque 250 points de données, tu vois. Okay. Donc si tu sais pas, en fait, mine de rien, tu vas pas te servir de la puissance totale de l'outil, quoi. De modèle. Du coup, là, pour mettre un peu de contexte, vous utilisez pas des IA génératives existantes, vous avez créé votre propre IA, en fait. Nous, on a créé nos propres algos. Okay. Et on utilise une IA générative pour l'interface, pour poser des questions. Mais derrière, il y a d'autres algos qui rentrent en jeu. Puis on a ce souci-là aussi avec les IA, c'est que les gens, ils viennent comme ça, ils donnent leur mot de passe sur ChatGPT, ils envoient des documents et tout, sans savoir que ces documents-là, ils sont stockés quelque part, tu vois. Et nous, on n'a pas intérêt à ce que notre technologie, elle fuite à travers des IA, parce qu'on connecte ChatGPT directement à notre base de données ou des choses comme ça, tu vois. Donc on a plusieurs algos derrière aussi pour aller faire les demandes. Ouais. Et du coup, c'est très intéressant parce que le projet, tu l'as commencé en 2022, si je dis pas de bêtises. Le projet, on l'a commencé en 2023. 23 Ouais, 2023. Après, la boîte, on l'a montée en mai 2024. Ok. C'est qui t'a amené à dire, là, pour mon besoin, c'est une IA qui répond à ça. T'as pas pensé à faire du simple algorithme via une application SaaS normale avec connecter une base de données qui est connectée à des API, etc. Parce qu'à l'époque, quand même, en 2023, on commence quand même à parler de l'IA. Mais toi, t'as pris cette décision-là de créer un modèle, en fait. Ouais. Mais du coup, d'où venait cette idée-là, en fait? Comment t'as dit, c'est une IA qu'il me faut, en fait, pour ça? Écoute, moi, c'est de l'instinct principalement parce que j'ai toujours été, on va dire, connecté à l'actualité. Et j'ai toujours réussi, dans ma vie, on va dire, à cerner un peu les tendances quand il y a un coup à faire, tu vois. Okay. Et là, je sentais que l'IA, ça progressait tellement vite, en fait, entre les... Je voyais que ça montait vite et je me suis dit, je pense qu'ils vont arriver à un moment où ça va pouvoir être facile de créer des IA, etc. et moins cher, tu vois. Ouais. Donc je me suis dit, si je commence maintenant, moi, à me caler en plus sur la courbe de développement des IA, il se peut que on se rejoigne au moment où moi, ça y est, je suis au moment parfait et où la technologie, elle va me permettre de faire ce que moi, j'ai envie de faire, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. À la base, les IA, elles n'étaient pas capables de faire du tout. Moi, je vendais des trucs que j'avais pas. Okay. Je disais, je vais faire une IA, je savais même pas ce que c'était. Okay. Je savais ce que ça pouvait faire, mais c'était dans l'idée. Et la technologie, elle a progressé, en fait, où on arrive à un moment où, en fait, c'est possible. Mais c'est arrivé que plus tard, quoi. Ok. Pour entraîner cette IA-là, d'où viennent les données? Comment tu as réussi? Parce qu'en fait, c'est ça la base d'un modèle. Ce qui fait sa qualité et qu'il est performant et qui répond à un besoin, c'est comment il est nourri, quoi. C'est les données qu'on lui donne. Du coup, ce travail-là de recenser les données, les trouver, les récupérer, peut-être les anonymiser, etc. Du coup, comment ça s'est passé cette période-là chez Paylearning? C'était plutôt simple parce que dans le sport de haut niveau, tu as des prestataires de données. Il faut savoir que tous les matchs ils sont filmés. D'accord. Et tu as des prestataires de données qui en fait prennent ces vidéos-là de matchs. Et puis ils ont ce qu'on appelle des centres de tagging où ils vont découper les matchs vidéo par vidéo en disant là, à ce moment-là, cette personne-là fait ça, cette personne-là fait ça, etc. Donc toute cette donnée brute, derrière, ils la vendent. Donc il y a un marché en fait de la donnée où il y a pour 20 ans de données, tu vois. Okay. Donc nous, en fait, ces données-là, les données brutes, on les achète. Et derrière, on les transforme. Et derrière, on applique nos algos dessus pour l'entraînement. Pour l'entraînement, tu vois. Okay. Notamment pour l'évaluation marchande des joueurs. Des joueurs, ok. Ces acteurs-là, les marchands de données, comment tu les appelles? Est-ce qu'ils sont internationaux? Du coup, ils te permettent d'avoir... Ils sont internationaux, il n'y a même pas de boîte française qui fait ça. Ok, donc c'est... Ouais. Et ils sont même capables de te fournir des stats et des données... sur 20 ans, sur tous les pays, en fait. Sur tous les pays, et ils sont plusieurs, tu vois, donc tu peux aller chercher de la donnée littéralement partout. Il y en a énormément, il y a un très gros marché pour la donnée. Ok. Pendant cette expérience-là, pour créer l'IA, c'est quoi les contraintes que tu as eues, les blocages? Est-ce que tu as eu des moments, des failles, etc.? Les contraintes tous les jours, hein. Des moments tous les jours, des failles tous les jours, il n'y a que ça. Hein. Il n'y a que ça, ouais. Entreprendre, c'est pas drôle. C'est compliqué. Hein. Effectivement. Non, il n'y a que ça. Mais techniquement,
Techniquement, Techniquement, si en tu peux fait, me il y a dire plusieurs points, on techniquement. va dire. Le premier point, c'est comment tu fais un produit tech quand t'es pas tech, Ok. de base. Tu as besoin de financement. Comment tu vas aller convaincre des investisseurs? Comment tu vas aller chercher de l'argent en disant que tu vas faire un produit tech alors que t'es pas tech. Ouais. Donc il y avait plein de points bloquants, on va dire, mais ça n'a jamais été bloquant pour nous parce qu'au final, nous, tu peux faire ce que tu veux quand tu te donnes les moyens, si tant est que tu y crois, tu vois. Et moi, ce que je dis toujours, c'est gratuit de rêver. C'est le seul truc où tu payes pas d'impôts encore. Donc Effectivement. faut en profiter. Faut en C'est vrai, c'est profiter. vrai. Donc nous, on rêve beaucoup. Ouais. Et on se donne les moyens surtout. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que, bah écoute, je suis pas le meilleur, mais je sais m'entourer. Ok. Et donc je me suis entouré des bonnes personnes, qu'il s'agisse d'apprendre, qu'il s'agisse de mentors, qu'il s'agisse d'associés. Tu t'entoures des bonnes personnes, tu as une vision, t'es pas le meilleur, et surtout tu fais preuve d'humilité. Moi je pense que c'est peut-être ça qui m'a aidé, je vais pas dire qui a fait la différence, parce que j'ai pas fait la différence nulle part, mais qui m'a aidé en tout cas, c'est de l'humilité, de savoir que je suis pas au courant de tout, je sais pas tout, Ok. et de faire confiance un peu à des gens qui sont meilleurs que toi. Ouais. Et être entrepreneur, je me suis rendu compte, c'est littéralement ça. Tu ne parles qu'à des gens qui sont meilleurs que toi dans tous les domaines. C'est-à-dire, Ouais. là, t'as un avocat, il est meilleur que toi, t'as un comptable, il est meilleur que toi, t'as des prestataires, ils sont meilleurs que toi, Ouais. t'as même des employés qui sont meilleurs que toi, tu vois. Ouais, Moi, c'est ça, ouais, je recrute effectivement. des gens, ils sont meilleurs que moi dans tous les domaines. Oui, effectivement. Donc Ouais. c'est juste savoir s'entourer. Ouais, s'entourer, c'est ça, tu c'est vois. important quand on est entrepreneur, c'est de voilà, c'est Et ça qui laisser est aller, tu vois, ouais, surtout c'est lâcher ouais, prise, parce que je lâcher pense que c'est prise, ça ouais. aussi qui fait la différence, c'est de se dire, bah, faire confiance et de se dire, ok, bah, Ouais. je laisse les autres gérer, quoi. Oui, et surtout parce que quand on commence, on a besoin des gens compétents, quoi. Enfin, on a besoin Ouais. des, quand on dit dans le recrutement, les players, quoi. C'est des gens qui sont vraiment très bons. Il faut mettre le prix, il faut les convaincre du projet, il faut les rendre. Faut les convaincre surtout. Ouais, c'est ça. Faut les convaincre surtout, franchement, honnêtement, moi, après, on va me dire, voilà, peut-être je fais preuve d'humilité ou de fausse modestie, mais j'ai que de la chance. Ok. J'ai que de la chance. Non, mais le nombre de Peut-être. chances incroyables que j'ai eu. Enfin, je veux dire, je lance une boîte dans la tech au moment où il y a l'IA. Oui, Dans le basket, au moment où il y a les Jeux Olympiques de basket à 8 minutes de mon bureau, ok. c'est-à-dire que l'été dernier, on avait quand même tout le business du basket international qui est venu à 8 minutes de mes bureaux. Ok. C'est quand même une chance quand tu es une start-up C'est vrai. d'avoir tout ton business qui vient. Ouais, c'est à 8 minutes du bureau, tu vois. c'est vrai. Ouais. Donc il y a plein de choses qui ont fait que... Et c'est plus facile de convaincre des incubateurs, de convaincre quand tu fais des concours, de pitch, de machin, des business angels. Quand tu dis, bah voilà, moi je lance un produit tech et j'ai ça et j'ai ceci et j'ai tout le business qui vient, est-ce que Ouais. j'ai besoin d'argent pour être prêt, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça que nous on a réussi à développer. Il faut savoir que moi j'avais pas un rond et que ça coûte extrêmement cher Ouais. de développer une IA, tu vois. Et le truc c'est que j'avais pitché à la boîte de dev, je leur ai pitché et je leur ai dit, écoutez, j'ai pas un rond, mais par contre, il se passe ça et il y a les Jeux Olympiques qui sont là, si vous m'aidez à être prêt pour les JO, moi derrière, je vais pouvoir aller chercher des fonds, je vais pouvoir lever des fonds et je vais pouvoir vous payer. Ok. Mais il va falloir faire va falloir faire confiance, tu vois. D'accord. Donc toute la partie de dev, tu l'as sous-traité en fait à un centre de service, c'est un truc À comme la ça base, je l'ai Ouais. sous-traité et je l'ai sous-traité et je l'ai pas payé Ok. parce que j'avais pas d'argent. Ok. Mais je l'ai pitché. Et du coup, le fait que je pitche ça et que les mecs ils me suivent et qu'après ils développent l'outil, bah derrière, quand je vais le pitcher à quelqu'un d'autre, que je suis en train de développer l'outil et que j'en suis là et que j'ai réussi à le faire sans mettre un euro, Oui. parce que j'ai convaincu, et bah derrière, la deuxième personne, elle est convaincue Ouais, aussi. c'est bien. Parce que si tu es capable de faire ça sans argent, bah j'ai hâte de voir ce que tu peux faire avec un peu d'argent. Oui. Et donc la troisième personne par la suite, etc. etc. Donc au final, c'était un cercle comme ça de convaincre et s'entourer. Pour après, derrière, on a livré quand même, tu vois, Ouais, c'est bien. au final. C'est très Mais, intéressant comme approche que tu avais faite. Et du coup, le premier pitch que tu avais fait, comment tu l'as senti? Est-ce qu'il y a cette sensation-là du premier pitch, on est stressé un petit peu, on se doute de nous, on se doute de notre projet. Est-ce que tu as eu ça, Non. cette sensation-là? Non, j'ai pas eu cette sensation-là. Et je vais dire pourquoi. C'est parce que moi, j'étais sportif de haut niveau. Je jouais dans des salles remplies. Je passais à la télé. Tu vois, je faisais des interviews déjà. Ok. Donc, j'étais pas non plus. Stressé par rapport à ça. Non, j'avais l'habitude. T'as plus de pression quand tu joues dans un club de haut niveau Ouais. devant 5000 personnes que quand tu pitches je sais pas où, tu vois. Donc il n'y avait pas de stress. Par contre, je savais pas ce que c'était un pitch. Ok. Je savais même pas ce que c'était un incubateur. Ok. C'est-à-dire que je me suis inscrit à la French Tech le dernier jour de l'inscription. Le matin, je savais pas ce que c'était.
Ok. Le midi, j'avais envoyé un dossier. Et derrière, on avait été pris genre 2 mois plus tard. Je venais dans un incubateur, c'était la première fois, je savais pas ce que c'était. Et là, on me dit, il faut pitcher. Et je sais pas non plus ce que c'est. J'ai jamais fait de PowerPoint de ma vie. Mais encore une fois, c'est d'être bien entouré, tu vois. J'ai les bonnes personnes qui m'ont dit, bah tu pitches, c'est comme ci, c'est comme ça. Comme ça, et puis, Moi, et surtout, j'avais une bonne idée, tu vois. Et j'avais ce truc-là business. Ok. Et au final, je savais comment faire de l'argent. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a permis de convaincre. C'est que t'as beaucoup de gens qui ont des belles idées, mais on dirait presque que l'argent, c'est oulala. Ouais. Faut pas parler d'argent, tu vois. T'es là, et ça presque, tu fais de voilà. l'association, tu Ok. vois. T'es dans l'associatif. Malfaiteur. Tu vois. Non, mais vraiment, t'es genre en mode limite, Ouais. faut pas parler d'argent, tu vois. Comment tu fais pour gagner de l'argent? Alors que moi, c'était que dès le début, c'était que l'argent. C'est vrai que c'est atypique, c'est typiquement français, ça, Ouais. cette peur de parler de l'argent, c'est tabou d'argent, c'est français. Ouais. Et puis aussi, quand tu regardes, moi je suis du Maroc, tous les pays nord-africains, etc., c'est un tabou de parler de l'argent. Et c'est pas la mentalité asiatique ou américaine. En fait. Eux, ils parlent de l'argent, ils ont pas. Anglo-saxonne. C'est normal, tu vois. Ils parlent, voilà, ils peuvent parler d'argent, ils mettent en valeur leurs produits, ils disent pourquoi on va le vendre, et ça coûte autant, et voici pourquoi ça coûte autant, et moi j'ai investi autant d'argent, alors que cette relation, nous, qu'on a avec de l'argent, c'est un peu tabou, on essaye de pas en parler. Ouais, À on la parle limite, de en valeur, France, de je sais pas quoi, ouais, mais à la limite ici, si tu regardes, il y en a des startups qui lancent des produits vachement intéressants, des SaaS, etc. Et limite gratuits, genre pendant un mois, et de freemium, ils n'osent pas demander l'argent. Alors que tu as fait un bon produit, ça a de la valeur, les gens vont l'utiliser. Pourquoi ne pas mettre le prix, quoi? Ou des fois, ils mettent des 9 euros pour des trucs au States, ça valait 100 euros, quoi. Enfin 100 dollars, quoi. ouais, non mais clairement, mais moi je l'ai vu parmi toutes les startups, quand t'es incubé, il y a beaucoup d'autres startups, donc tu t'apprends d'eux, t'écoutes, tu vois, il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés que nous à l'époque. Ok. Et ouais, t'as tout dit, moi, au final, le but c'était de faire de l'argent. Moi j'essayais de gagner de l'argent, c'était un business, Ok. tu vois, Playerlink, c'était pas pour faire la charité, c'était pas pour sauver le monde, c'était pour faire de l'argent. Et donc, comment tu fais de l'argent? Bah, en proposant un service où il y a des gens qui vont te payer pour ce service, Oui. tu vois, et qui soit tellement de bonne qualité, qui vont te payer, qui vont te repayer, et qui vont te repayer. Effectivement. Donc moi, c'était que ça l'objectif. Et donc, quand tu expliques ça clairement, bah, au final, je pense qu'ils n'avaient pas trop l'habitude dans ce milieu-là des startups où tout le monde veut sauver le monde genre, tu sais, plein de bonne volonté, tu vois. Ouais, Je dis, c'est tant vrai. mieux, il en faut. C'est bien, c'est bien. Il en faut. Moi, mon discours était un peu plus je dirais pragmatique, un peu plus terre à terre, et voilà qu'est-ce que je veux faire, et voilà j'ai besoin de combien, et voilà comment je vais le faire, Ouais. tu vois. Ouais. Et voilà mon milieu, et je le connais, etc. etc. Donc ça m'a permis on va dire, d'avancer plus vite Ok. que les autres, honnêtement. Ouais, bah, c'est très bien. Les agents, les clubs, les joueurs, est-ce qu'ils arrivent à faire confiance à Payerlink, sachant qu'ils savent que c'est une IA derrière? Est-ce qu'il n'y a pas de résistance là-dessus? Parce que moi, Non. j'ai un pote, je te donne un exemple, qui a Ouais. créé une application dans le milieu coach sportif, coaching, donc tout ce qui est CrossFit. Et en fait, donc c'était une application SaaS normale. À partir du moment où il a intégré l'IA dans son application pour générer automatiquement des programmes, des programmes d'entraînement. Hein. Donc, du coup, il y a des coachs. Donc là, c'est de l'aide aux coachs. Donc ça les aide à générer des programmes. Du coup, ils passent moins de temps à les préparer, etc. Mais il y a quand même des coachs qui se sont désabonnés de son application en disant bah non, tu es en train de faire des trucs qui vont nous remplacer et que c'est pas bien et que notre valeur, c'est pas de créer un programme d'entraînement, ouais. etc. Est-ce que de ton côté, t'as pas eu cette résistance-là? Est-ce que c'était compréhensif? Est-ce que ça rentre bien? Est-ce que les gens le comprennent comme quoi c'est de l'assistance? C'est pour pouvoir en fait mieux détecter des talents qu'on ne voit pas? Ou est-ce que les gens disent bah non, c'est des choses qui vont... Je vais pas utiliser cette application parce que si je l'utilise, ça va lui donner de la crédibilité et un jour, moi, agent, je serai plus là, quoi. J'ai été remplacé. Ouais, bien sûr. Beaucoup du côté des agents. Ok. Du côté des agents, c'est immédiatement la peur de... Et c'est une réalité, au final. Tu regardes des agents, écoute, même si le milieu, il est merdique, ça se passe très bien pour eux, Ok. tu vois. Donc pourquoi est-ce que je voudrais qu'il y ait quelque chose qui change? Donc déjà, t'enlèves tout le haut du panier. Eux, ils veulent même pas que ça change. Ok. Il y a des problèmes, tant mieux. Ok. Ah, c'est ça, c'est leur... C'est bien. On veut qu'il reste ces problèmes-là, parce que moi, c'est comme ça que je fais mon pain. Après, t'as une autre partie. Tous les mecs, ils se disent, oulala, moi, je suis un intermédiaire d'agents. Ça veut dire qu'en fait, en gros, moi, j'ai pas vraiment de joueurs, j'ai pas vraiment de club. Je bosse entre les agents et les clubs, tu vois. Ouais. Je suis déjà un intermédiaire. Donc là, moi, je suis... Ah, c'est celui-là, c'est sûr. Alors lui, t'oublies. Donc là, déjà, t'as 2 tiers qui sont partis. Et t'as le dernier tiers qui,
n'a pas ce problème parce il est en galère de joueurs. Ok. Tu vois. Donc Il n'a lui, pas ça... assez de volume Ok. pour avoir besoin d'une assistance. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, tu as les 3 tiers. Tu vois. Ok. Donc c'est le truc de base. Maintenant, c'est pareil pour les coachs, où tu as des coachs qui vont dire ouais, mais. Et souvent, c'est ce que j'ai remarqué, c'est souvent plus des assistants coachs ou même chez les agents, c'est plus dans du bas niveau, moyen niveau, où tu as cette peur-là d'être remplacé parce que tu sais que ce que tu fais, ça n'a pas nécessairement de haute valeur ajoutée. Ok, ouais. Tu vois. Pour tous ceux qui évoluent à haut niveau, pour eux, c'est une chance. Ok. Pour eux, immédiatement, c'est une chance. C'est en gros, ça va pouvoir me faire gagner du temps. Parce qu'à aucun moment, il y a un doute chez eux que leur expertise, elle peut être remplacée par un algorithme. Ouais, Tu vois. À aucun niveau, à aucun moment, un coach de haut niveau, il se dit qu'il y a une IA qui va pouvoir coacher à ma place. C'est pas possible. Tu peux pas remplacer un humain, tu vois. Et celui qui pense qu'il peut être remplacé par une IA, c'est sûrement que t'es pas bon dans ce que tu fais. Tu vois. Parce qu'une IA, c'est très bête. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est juste censé te faire gagner du temps. Et nourrir nourrir ton intuition avec plus de données. Ouais, tu vois, ça nourrit ton intuition avec plus de données. Ça va pas te remplacer. Moi, je vois des gars qui font des réflexions avec ChatGPT. Je me dis, mais à un moment donné, t'as un cerveau. Tu vois. C'est juste censé te faire gagner du temps. C'est pas censé réfléchir à ta place. Oui, effectivement. Ça me fait réfléchir à une infographie que j'ai vue sur LinkedIn où il y a un mec qui fait rien du tout. Enfin, lui, normalement, son rôle dans l'entreprise, il y a personne qui sait. Il est là juste comme un fantôme. Il demande à son RH, ouais, j'ai compris que vous mettez de l'IA en place. Du coup, ça va me remplacer. Je dis, non, toi, ça va te remplacer parce que tu fais rien du tout, donc tu vas rester là, quoi. Donc, il n'y a pas de valeur ajoutée, donc il n'y a pas de... voilà. Donc, ouais, c'est intéressant. Et je sais que, du coup, pour faire tout ça, la création de ta startup, le pitch, tu as été accompagné, tu as intégré des incubateurs comme Aura Santé, Spark Innovation. Et tu peux en parler un petit peu de ce parcours-là avec les incubateurs. Qu'est-ce que tu as apporté réellement? Est-ce que... la question que je posais tout à l'heure à François aussi, qui était tout à l'heure à ta place, est-ce que vraiment, à nos jours, est-ce que un incubateur est indispensable vu toute la donnée, l'information qu'on a sur Internet, quand on regarde par exemple un YC qui partage la valeur sur ça, des programmes d'accompagnement en ligne, est-ce que ça a toujours son rôle en fait? Est-ce que c'est important, c'est indispensable? Moi je dirais que c'est important. Je dis souvent, aujourd'hui l'ignorance c'est un choix. C'est-à-dire si je sais pas quelque chose, c'est parce que je veux pas le savoir. Si j'ai envie de savoir quelque chose, je vais sur Internet et je le sais. Avant, fallait voyager pendant 2 ans, marcher pour aller dans une université au Moyen-Orient pour pouvoir acquérir du savoir. Effectivement. C'est pas le cas aujourd'hui. Tu vois. Je vais sur YouTube et t'as des mecs à Harvard qui donnent des cours gratos. Oui, tu vois. Moi, je l'ai fait, c'est comme ça que je me suis, que je me suis formé. Tu vois. Je vais sur Stanford, Harvard, sur YouTube, il y a plein de mecs qui donnent des masterclass de 4 heures sur n'importe quel sujet. Tu vois. Donc l'ignorance, c'est un choix. Donc moi je pense que les incubateurs c'est pas tant au niveau de la connaissance que tu peux acquérir, parce qu'encore une fois cette connaissance là tu peux l'avoir n'importe où, c'est plus par rapport au réseau, aux effets de réseau, tu vois. Malheureusement en France, mais même j'ai envie de te dire partout, c'est plus tu connais qui, quoi, tu vois, qui c'est qui va t'introduire à la bonne personne, etc. Donc t'as beau avoir tout le savoir du monde, si on ne daigne même pas t'écouter, tu pourras pas avancer. Et donc c'est là le rôle des incubateurs, c'est de crédibiliser ton projet, parce que si tu veux aller parler à un investisseur, un business angel ou qu'est-ce, et qu'il n'y a pas ce travail là qui a été fait avant, il est estampillé French Tech ou il est estampillé tel incubateur, Euratech, etc. En fait en gros immédiatement ils vont pas t'écouter, parce que n'importe quel hurluberlu vient et pitch un projet, tu vois. Donc déjà tu as cette marque là quand tu es dans un incubateur que vas-y ton projet il tient à peu près la route. Donc c'est à ça que ça sert déjà de 1, et après de 2 c'est sur l'accompagnement aussi, le fait de ne pas être tout seul dans sa chambre. T'as un projet, le truc qui tue beaucoup d'entrepreneurs c'est le fait d'être tout seul, tu vois. Et là t'es accompagné d'autres startups, t'as un accompagnement, ça te permet d'avoir une autre perspective aussi. Des fois tu penses encore une fois que t'as une super idée, et juste le fait d'en parler à quelqu'un qui a une autre vision, tu te rends compte, j'avais pas pensé à ça. C'est ça. Donc c'est à ça que ça sert les incubateurs, je dirais. Donc c'est pas inutile, mais c'est pas pour le savoir ou pour la connaissance, tu vas pas débloquer des savoirs... Vous savez, je suis dans un incubateur, on va prendre les dernières techniques de je sais pas d'où, tu vois. Mais pour toi, c'est le réseau en fait. Le réseau et le fait que ça t'estampille, et aussi le partage de connaissances et d'avoir un peu de recul sur son projet. C'est bien. Toi, tu avais fait 2
Enfin, tu avais fait Aura Santé, Spark Innovation. Ouais, on est Si tu dois comparer les deux, qu'est-ce que tu retiens de l'un, de l'autre? Un accompagnement beaucoup plus humain chez Spark Innovation, Ok. où c'était une structure nouvellement créée. Donc on était les premiers là-bas. Et du coup, en fait, le directeur, startup manager et tout le réseau, c'était à fond dans notre projet, tu vois. Ok. Donc on s'était un peu accéléré, on va dire, parce qu'on n'était pas noyé dans une masse de startups. Ok. Donc on avait des gars de très haute qualité qui passaient du temps sur notre projet. Le comparatif avec Vivaleo Aura Santé, c'est plus grosse structure, où là, par contre, c'est des mastodontes, tu vois. Ok. Grosso modo, par exemple, je te donne un exemple. Cet été, j'ai fait un post LinkedIn où j'ai dit écoutez, moi je suis là, s'il faut pitcher ou quoi, ok, tenez-moi au jus. Et Vivalé directement, il m'envoie un message, il me dit regarde, à Paris il y a la Global Tech Week, pendant les JO tu vas aller pitcher là-bas dans un gros truc, tu vois. Et je me retrouve à pitcher en live devant des investisseurs aux États-Unis comme ça, tu vois. Ok, ouais, c'est directement. Et c'était à 2 jours près, quoi. C'était genre le vendredi et le lundi j'étais à Paris en train de pitcher en live devant un parterre de mecs à Hong Kong, aux États-Unis, etc. Et des investisseurs. Des BA avec des 5-10 millions, tu vois, c'est pas nos BA, c'est locaux, quoi. Ouais, ça donne cette opportunité-là. Ça donne plus d'opportunités parce ouais. que c'est un vrai réseau, parce qu'au final, tous les acteurs de cet écosystème autour, les VC, etc., mine de rien, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont aller voir l'incubateur Sportech, estampillé Sportech, et ça reste eux, tu vois. Donc eux, ils ont plus d'opportunités qui arrivent, on va dire. Ok, ouais. Et du coup, pendant ces 3 ans-là, pendant ces incubations, par exemple, c'est qui est la personne que tu as pu rencontrer? Tu as une anecdote là-dessus, par exemple? Pas vraiment, parce qu'au final, moi, encore une fois, j'évolue dans un milieu où je connais des gens qui sont des stars mondiales, etc., etc., tu vois. J'étais pas non plus... j'allais pas être surpris par les gens que j'allais rencontrer, parce que j'en ai déjà rencontré plein pendant ma carrière. Par contre, des belles personnes, j'en ai rencontré énormément. Je vais pas toutes les citer, mais... notamment même des startups, des gars qui ont fait face aux mêmes problématiques que toi, tu vois, et qui ont plus d'avance. Et c'est surtout ça, en fait, c'est le partage d'expérience et le partage d'erreurs, parce que tu as beaucoup de gars qui parlent énormément, même sur les réseaux, et où tu as l'impression que tout est bien, tout est beau, tout est facile. Comment avec 1000 euros j'ai transformé ma boîte en une boîte à 150 milliards de trillions d'euros, etc. etc. Et où toi tu es là, tu es en train de faire ton projet et c'est une cascade, c'est une avalanche de merde constante. Et où tu te dis, attends, est-ce que c'est moi qui fais les trucs de travers ou est-ce que en fait c'est comme ça pour tout le monde, tu vois. Et puis tu te rends compte en fait, en vrai, en parlant à des vrais entrepreneurs, on va dire entre guillemets, qu'en fait c'est de l'eau de tout le monde. Et que mine de rien, tu es sur le bon chemin, tu vois. Ces gars-là, en fait, ils partagent surtout les erreurs que eux ils ont faites. Et c'est là que tu apprends le plus. C'est quand tu fais pas les mêmes erreurs que des gars juste avant toi. Moi, c'est ce que je regrette souvent quand j'entends les entrepreneurs qui ont réussi, on n'a pas donné de nom, mais qui ont réussi, ils partagent que, voilà comment moi j'ai fait ça. Mais en fait, non, moi je veux savoir comment toi t'as raté ça surtout. C'est surtout les échecs qui sont intéressants. Les échecs qui sont intéressants pour nous, tu vois. Parce que je me doute bien que tu vas pas partager comment tu gagnes de l'argent. Parce que c'est humain. C'est humain. Si je gagne de l'argent, je vais continuer à gagner de l'argent. Il faut partager. C'est surtout dans le monde de la formation, on voit beaucoup ça en fait. On donne des process qui sont soit qui sont inefficaces, soit ils sont dépassés, quoi. Enfin, le mec qui va te parler de dropshipping alors qu'on est à la mort du dropshipping. Et donc, exactement, mais parce que qu'est-ce que moi je vais aller te parler de dropshipping alors que je suis en train d'en faire. Voilà. Pourquoi j'irais partager, pourquoi j'irais me faire de la concurrence, tu vois. C'est tout à fait. juste quelque chose de logique. Hein. Oui. Et par rapport à ça, du coup, tu as été récompensé dans pas mal de programmes. Donc, notamment, j'ai noté Réseau Entreprendre, prix Lauria et prix Créacoq sur le programme Start de Money Time. Est-ce que du coup ces prix-là, est-ce que ça te rassure? Qu'est-ce que tu apportes? Est-ce que tu dis je suis dans une bonne voie? Qu'est-ce que tu gagnes à peu près avec ces programmes-là et ces prix-là? En tout cas, je te félicite d'abord. Merci, ça s'est pas fait tout seul, mais merci. Je dirais que déjà quand tu remportes certains prix, ça te permet déjà de mettre de la crédibilité dans ton projet. 2, il y a des financements qui viennent avec. C'est pas juste des prix, c'est pas de la charité. Il y a de l'argent qui vient avec. Donc ça c'est même un des points motivateur. Motivateur et un des meilleurs points, c'est celui-là, c'est qu'on gagne de l'argent.
Le troisième, c'est que derrière, ça permet d'être un peu plus crédible quand tu vas lever des fonds. Tu vois, tu peux faire effet levier avec ces subventions-là, etc. Et Money Time, ça gagne combien? Money Time, tu gagnes pas d'argent. Money Time, tu gagnes, tu passes dans des médias, etc. Et surtout, tu as accès à un réseau. Tu fais partie de la communauté Coq-Créa. Et où là, tu as accès à un réseau où en fait, quand il y a Big, quand il y a tous les gros événements, tu es invité, etc. Tu as l'accès Fast Track to Cash. Ce qu'ils appellent ça, c'est en gros toutes les subventions de la BPI. T'es un coup de fil, quoi. Donc, du coup, c'est le logo que tu portes. Du coup, c'est le logo que je porte fièrement, que j'arbore fièrement, parce que corporate, du coup. Très corporate, parce qu'il faut savoir rendre à César ce qu'il y a à César. Tu vois, c'est des gens qui se mouillent, c'est des gens qui aident. Notamment même les entrepreneurs des quartiers, tu vois. Donc moi, ils m'ont énormément aidé. J'ai pitché à Paris. Derrière, ça a débloqué plein de choses pour nous, même en termes de financement. Réseau Entreprendre, pareil, c'est un réseau de chefs d'entreprise aguerris aussi qui t'aident. C'est un pouvoir incroyable. Dès que tu as une question, tu as une réponse. Tu l'as ressenti, ça, cette crédibilité-là? Incroyable. Mais même pas en plus d'être joueur pro, ça rajoute, ça rajoute, ça rajoute l'aspect business. Tu vois. Ok, tu sais de quoi tu parles dans ton métier, il n'y a pas de doute. Mais maintenant aussi, tu sais de quoi tu parles en termes business. Tu vois, t'es un vrai chef d'entreprise, quoi. Et du coup, toi, tu conseilles ces programmes-là aux entrepreneurs qui peuvent en fait aller mais carrément chercher ces levées-là, en fait. Mais c'est même la première chose que je dirais à tous les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est d'aller chercher ça d'abord. Avant d'aller chercher les mecs qui se perdent à faire des PDF et je vais aller faire des levées de fonds. Allez chercher ça d'abord. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Et en fait, on se rend compte que c'est plus difficile de trouver des projets sur lesquels miser que de trouver de l'argent quand tu as un projet. Ah oui, tout à fait. C'est quand même un monde. C'est vrai que maintenant, on entend, des fois, il y a des fonds d'investissement. Par exemple, ils ont 1 milliard à placer. Enfin, ils doivent passer à 1 milliard, donc ils doivent trouver quand même des... Non, mais du pognon, il y en a. C'est ça, du pognon, il y en a. Mais il faut juste être à la bonne porte, en fait. Il n'y a pas de projet, tu vois. Et moi, avant, je me disais, ah ouais. Et je me rappelle, moi, c'est mon associé qui m'a convaincu de lancer ce projet-là, parce qu'immédiatement, j'avais vu les limites, c'était le financier, tu vois. Et ça coûtait combien de faire une IA? J'ai pas d'argent à mettre dans un projet comme ça, tu vois, c'est trop lourd pour moi, tu vois. Parce que moi, on a toujours été bootstrap, quoi. Et de dire, vas-y, je vais mettre 500 000 dans un projet qui peut se péter la gueule du jour au lendemain. C'était pas envisageable. Et non, vas-y et tout, on va pouvoir trouver des fonds, quoi, tu vois. Et puis au final, je me rends compte qu'en fait, en vrai, du pognon, il n'y a que ça. C'est même les projets qui sont plus difficiles à trouver que les gens qui peuvent te donner de l'argent. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est vous êtes sur une verticale sport. Et du coup, là, vous avez une vision un peu claire de révolutionner le recrutement dans le sport. Mais l'ambition, peut-être, c'est d'aller au-delà du basket. C'est ça, hein, c'est de vouloir attaquer d'autres... Nous, l'objectif, c'est cette problématique-là auxquelles les clubs font face et les agences, c'est les mêmes dans d'autres sports collectifs. Et donc, l'objectif, c'est à moyen terme, on va dire, c'est de devenir la principale plateforme de manière pluridisciplinaire. Mais quand on pousse la réflexion encore plus loin, qu'est-ce que c'est un joueur et un agent et un club, si ce n'est une entreprise grand compte, une boîte d'intérim et un freelance? Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi qui est dans le domaine, c'est exactement ça. Donc à la fin, c'est des profils qualifiés pour des entreprises qui cherchent des profils qualifiés avec au milieu des intermédiaires. Et donc si on arrive à mettre en place dans la manière dont on source les données, qu'on arrive à valider notre business model aussi, derrière, en fait, en gros, tu peux vraiment atteindre. C'est pas que le sport, tu vois. C'est des marchés en fait où il y a des profils qualifiés. C'est tenter que tu trouves le moyen de les sourcer, et l'IA et la manière dont les données la manière dont c'est facile d'aller chercher de la donnée et la manière dont c'est facile d'aller la traiter, t'es peut-être à 2 ans et demi d'un player link, mais sans IA. Et du coup, Doctolink, des docteurs. Et du coup, là, ce que tu recommandes aux gens qui veulent, par exemple, faire un projet dans l'IA, surtout partir sur une verticale, est-ce que tu leur conseilles d'aller créer leur modèle, d'investir dans de l'R&D, trouver des bons chercheurs pour pouvoir en fait faire du machine learning ou entraîner des modèles avec des données, etc. Ou tu leur dis, pour commencer, essayer de bosser avec des IA génératifs ou prendre des modèles peut-être petits comme Mistral ou Llama, etc. et de les fine-tuner avec des données que vous avez. Si par exemple tu devrais le refaire, quelle est l'approche, comment tu vas attaquer le sujet?
Si je devais le refaire, et le conseil que je donnerais même pas de conseil en vrai, parce que je suis pas en position de donner un conseil. Mais si jamais c'était toi, Si jamais je devais le refaire aujourd'hui, ce que je ferais, c'est en fait l'actualité elle change tellement vite Oui. dans l'IA. On a du mal à suivre. Non seulement on a du mal à suivre, mais on serait très bête d'investir énormément de ressources ou techniques ou d'argent dans quelque chose qui sera dépassé dans 2 semaines Ok. ou qui sera pas viable. Donc déjà de 1, je resterai connecté à l'actualité et je me servirai de tous les outils qui sortent Existe, ouais. et qui existent pour faire ce que j'ai à faire. Et au final, peu importe quelqu'un veut lancer quelque chose dans de l'IA, le truc c'est à la fin c'est de pas perdre le fil de, en gros tu règles des problèmes pour des gens qui existent. Ok. Il y a beaucoup d'IA, de trucs, de machin, tout le monde a une idée Ouais. avec de l'IA. Donc tu prends n'importe quelle idée de merde et tu rajoutes avec de l'IA. Et donc voilà, tu vois, et t'as tout ce qui se passe. Ouais, Et au final, tu réponds à aucun problème pour personne et personne n'est prêt à te payer pour ça, tu vois. Ok, ouais. Donc au final, la règle de ne pas perdre le fil, l'IA, il y a des gens qui sont très calés dessus et qui vont t'aider. On bosse avec Google, là, on est en train de finaliser. Donc, c'est des gars qui sont et qui ont de l'argent et qui sont prêts à investir et qui sont prêts à développer des IA. Mais c'est quel problème tu résous, surtout. Ouais. Donc, surtout se concentrer sur le problème plutôt que l'IA, parce que la technologie, elle avance tellement vite Ouais. que tu trouveras quelqu'un. Parlant de ça, parlant de Google, vous avez fait des partenariats avec des cloud providers, etc. pour l'entraînement de l'IA. Vous avez fait comment Ouais, on a fait un peu avec Microsoft. Et là, on est en train de finaliser avec Google, ouais. Ok. Sur un bon petit truc. Je peux pas en dire plus, on va dire, pour l'instant, mais c'est pour en revenir à l'IA, c'est pour te dire qu'en gros, il y a des mastodontes, il y a des boîtes qui sont bien trop loin pour que tu puisses créer quelque Ouais, chose. c'est ça, ouais. Surtout l'annonce de Google là sur la semaine dernière, Cloud Next. Ouais, mais il y a une annonce toutes les semaines. Ouais. Maintenant, ouais, c'est au bout d'un mois. Enfin, le mois dernier, c'était Grok qui était le champion. Maintenant, c'est Gemini qui revient sur la scène et avec. Il baisse, tu vois. Donc moi, au final, pour une fois, j'ai l'impression d'être né à la bonne époque. Tu vois. Ouais. J'ai l'impression d'être T'as de la chance, encore une fois. Ouais, l'impression d'être né à la bonne époque où là, il y a un coup à faire. Tu vois. Ok. Il y a un coup à faire parce que ça va tellement vite, il y a une concurrence qui est tellement féroce que derrière, en fait, tu peux résoudre tellement de problèmes et tu peux tellement faire du business aujourd'hui que tu as juste à écouter aux portes, quoi. Ok. Et du coup, c'est quoi le conseil que tu donnes aux jeunes qui veulent se lancer dans l'IA justement ou dans la tech Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Bah, en tout cas, pour ceux qui veulent faire de l'entrepreneuriat, je dirais, le seul conseil que j'ai à donner, c'est déjà les plusieurs, c'est entourez-vous des bonnes personnes, écoutez aux portes. Ça sert à rien d'inventer quoi que ce soit. Il y a des gars plus malins qui sont en train de faire plein de choses dont tu n'es même pas au courant et qui vont sortir demain. Donc entourez-vous, renseignez-vous. Et le troisième point qui, je pense, est le plus essentiel et qu'on oublie, c'est faites quelque chose pour les gens. On a la maladie du PDF où on est là, ouais, je vais faire ceci, je vais faire un agent IA qui sera capable de faire ceci, de faire cela. Merci, au revoir. Okay. Tu vois. Donc faites des choses pour des gens qui existent vraiment, répondez à un vrai problème, et l'IA c'est juste une manière de répondre à un problème, c'est pas une finalité en soi, tu vois, c'est pas... Et toi qui viens de ce domaine-là, qui était authenticité, vivacité du sport, en allant à l'entrepreneuriat, sachant que l'entrepreneuriat c'est un marathon, c'est compliqué, il faut rester motivé. Du coup, c'est quoi tes tips, tes astuces pour être motivé tout le temps, se réveiller, aller bosser, être à 100%, aussi avoir cette vivacité que tu avais quand tu étais joueur pro? Est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu as des choses à partager? Encore une fois, moi je vais partager ce qui fonctionne pour moi. C'est pas une vérité générale. Non, dans ton cas en tout cas. Dans mon cas, moi comment moi je fonctionne. J'ai pas de motivation. Je suis pas quelqu'un de motivé. Okay. Je suis pas quelqu'un qui se motive. Je me fixe un objectif à long terme ou à moyen terme, et après je le découpe, et après je me pointe tous les jours. Ok. J'ai pas besoin de motivation. J'étais motivé avant, et la motivation c'était en haut, en bas, etc. Ouais, etc. Je me suis rendu compte que c'était pas terrible. C'est pas terrible. Ouais. Au final, je sais pas si je serai en vie demain. J'essaie juste de vivre dans l'instant de ce que je fais, tu vois. Donc ça veut dire j'ai quand même un objectif. Je vis comme si je serais immortel, et je planifie comme si je serais immortel, mais je vis l'instant comme si je pouvais mourir ce soir, tu vois. Et donc ça me permet de rester focus dans l'instant, sans perdre le fil. Ok,
Je me dis, bah écoute, je vais aller jusque-là. Et c'est pareil dans le sport. Ok. Tu vas avoir des abdos. Et ben, t'as un programme sur 6 mois Ok. pour avoir des abdos. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais une séance, tu vas regarder ton ventre pour voir des résultats, t'as pas de résultats, t'arrêtes. C'est pas possible, ouais. Tu vois? Non. Tu le fais tous les jours. Et c'est une fois que tu arrives à la date que tu t'es fixée, tu regardes en arrière, tu vois où est-ce que tu en es. Ouais. Donc moi, c'est ça ma stratégie, c'est la même que dans le sport. Je fixe un objectif, je fais ce qu'il faut, ça marche pas, je m'en fous, je le fais quand même. Et arrivé à un moment, je me retourne et je Ok. regarde et je me dis, ok, est-ce qu'on est dans la bonne piste? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Qu'est-ce qu'on change, etc. Et après, si ça marche pas, ça marche pas. Ok. C'est pas grave. Au final, tu sais pas ce qui est bon pour toi, c'est pas ce qui est mauvais, tu sais pas où est-ce que tu vas arriver. Ouais. Mais à ces moments-là de doute, là, ou de difficultés, etc., est-ce que tu as des. C'est quoi ton. Qu'est-ce que tu fais pour rester. Voilà, avoir le fil, ne pas perdre le fil surtout. Est-ce que t'as... Bah moi, Il y en a qui font de la méditation, il y en a qui prennent du café, il y en a qui arrêtent tout et puis il va dormir et puis demain il se réveille. Il y en a qui regardent dans le rétro. Enfin, c'est quoi ta technique toi pour garder le fil? Moi, j'ai pas de technique. Moi, déjà, je suis musulman. Ok. Donc, je crois en quelque chose de plus grand. Et je sais que je ne sais pas, tu vois. Ok. Donc, je sais pas ce qui est bon pour moi, je sais pas ce qui est mauvais pour moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça peut te sembler être une bonne chose ce qui t'arrive, et c'est une mauvaise chose. Et il se peut que ça te semble être une mauvaise chose, et c'est la meilleure chose qui Ouais, pouvait t'arriver. c'est arrivé. Donc moi, c'est ça mon mindset, c'est que je ne sais pas ce qui est bon, je sais pas ce qui est pas bon pour moi. Tu vois. Et c'est que l'avenir qui va me dire si c'était une bonne chose ou si c'était une mauvaise chose. Ok. Donc je prends les nouvelles les unes après les autres, et je m'adapte, et j'avance. Et au final, Ok. on verra après si c'était bien ou pas, tu vois. Du Moi coup- aujourd'hui, je suis père de famille. Ok. Et je me rends compte d'un truc, le jour où j'ai posé les yeux sur mon premier enfant, c'était que toutes les erreurs que j'ai faites, tous les trucs qui me sont arrivés dans ma vie, Ouais. m'ont mené à cet instant-là. Ça veut dire que si je devais remonter dans le temps et vivre à cette période-là, Ouais. je repasserais à travers toutes ces difficultés avec le sourire, tu vois. Ok. Ce qui me semblait être difficile, en fait, au final, sans ça, j'aurais jamais été à ce moment-là, tu vois. De pur bonheur pour ceux qui sont pères. Ok. Donc au final, c'est ça mon mindset, c'est que je sais pas ce qui est bon pour moi. C'est Ok. une aventure, on fait du mieux qu'on peut. Et au puis final, on voit, ok, et au on final, s'adapte. ok, ça marche. Donc toi, tu as fait le choix d'entreprendre en France. Donc à Lille, je sais pas d'ailleurs parce que toi, tu es d'origine lyonnaise. Mm. On reparlera après de ça parce qu'on n'a pas trop de temps. Mais est-ce que toi, tu penses que la France, c'est toujours l'endroit où il faut entreprendre? Tu vois, il y avait cette vague de la Startup Nation, Mm. maintenant l'ère de l'IA, etc. Avec toutes les aides qu'on a, etc. On a un écosystème quand même français qui est pas mal pour start-upper. Mais en comparant avec ce qui se passe à l'international, on voit que on n'est pas, enfin, c'est pas le meilleur écosystème. Et surtout quand on voit un petit peu en 2025 toutes les taxes là qui vont arriver, il y a pas mal d'entrepreneurs qui se découragent et disant bah j'ai plus envie de créer ma startup ici, je vais aller au States, au Moyen-Orient, peut-être en Asie. Qu'est-ce que t'en penses? Mais moi, c'est tous ces gens-là qui veulent partir entreprendre aux États-Unis, au Moyen-Orient, je leur dis bon courage, allez-y, et tenez-moi au courant. Dites-moi comment ça s'est passé. Il y a ce fantasme-là, tu vois, et je le vois aussi dans le basket, tu vois, par exemple, où on dit Ok. ouais, la France, il se passe ceci, il se passe cela, c'est pas bien par rapport aux autres, etc. Mais ça, généralement, c'est que des gens qui vont soit pas voyager, soit qui savent pas comment ça se passe à l'étranger. À Dubaï, par Va, exemple. voilà, à Dubaï. Va entreprendre aux États-Unis, Ok. à San Francisco, ou ce que tu veux, et puis tu me diras comment ça s'est passé, Ok. quand tu reviendras sans argent et sans rien, et au fond Ruiné. du trou, et en Ok. espérant que tu sois pas tombé malade là-bas, Ok. euh, Ah ouais, ça c'est et faut pas l'oublier. endetté d'1 million d'euros parce que tu as une carie. Ouais. Non. La France, quand tu veux entreprendre en tant que Français, c'est très bien. C'est le terrain idéal C'est le pour toi. terrain idéal. Dans quel pays tu peux te dire, écoute, je vais me mettre au chômage pour lancer une entreprise? Ok. C'est pas au Moyen-Orient. Ok, tu vois. c'est pas Dubaï. C'est pas à Dubaï. Tu vois, je veux dire, Ok. il y a plein d'avantages, tu vois. Alors Ok. ouais, les taxes, c'est un beau mot déjà. Une fois que t'es, moi La aussi, réussite, ouais. une fois que t'es en entreprise, elle tourne et que t'es un comptable, les taxes c'est plus les mêmes. Ok. Pas rentrer dans le détail, mais tu payes pas ce que les taxes qui sont affichées, c'est pas celles que tu vas payer à la fin. Ok. de l'année. Il y a plein pas de ristourne, mais il y a plein de manières d'optimiser, etc., Ok. qui font que, vas-y, c'est pas si dégueulasse en France. Ok. Déjà de 1. Et quand bien même, moi, je vais pas cracher dans la soupe. Moi, mes parents sont immigrés, c'est Ouais. des réfugiés politiques. Ok. On arrive en France, etc. J'ai grandi aux allocs, aux aides, et c'est ce pays qui a permis à mes parents d'y éduquer des ingénieurs, des médecins et des chefs d'entreprise, tu vois. Ok. Donc les taxes, c'est pas un problème. Et de toute manière,
ton projet, peu importe, les États-Unis, le Moyen-Orient, etc. En France, si tu as un projet, tu peux quand même réussir ton projet. Après, derrière, une fois que tu l'as fait ton projet, oui, peut-être qu'à un moment donné, une fois que ton projet il est établi, ce sera mieux de partir aux États-Unis pour grossir plus ou d'aller viser d'autres marchés. Ça, je l'entends. Mais au début, quand tu lances ton projet, je vais me lancer parce qu'en France, on me donne pas ma chance, ou aux États-Unis, si tu as bien un endroit où tu peux te lancer aujourd'hui, c'est en France. Ok. Après, c'est mitigé. Hein, ouais. Il y en a qui ont fait les deux et qui voient un petit peu la différence. Mais après, quand on est dans la tech, je pense que en France, on est quand même pas mal, quoi. Donc moi, c'est ce que je remarque aussi, c'est qu'ici aussi, on a les talents qui vont avec. Parce que t'as beau partir dans un pays, parce que fiscalement, c'est intéressant. Cherche bien, bon courage pour trouver un ingénieur compétent, en moins que tu le payes ou tu le fais travailler à distance. Clairement. Tu as une étude qui est sortie avec. Ils prenaient toutes les plus grosses boîtes et tu regardais en fait d'où venaient les gars, même les talents, même dans des grosses licornes. Et tu vois qu'il y en a beaucoup, ils viennent de grosses écoles françaises. Ouais. Donc, déjà, on n'a rien à envier à personne en France. Tout à fait. Il y a ce truc-là, mais c'est une maladie franco-française. Hein, c'est mieux ailleurs et d'ingratitude, on va dire. Okay. Moi, c'est pas mon cas. Si tu veux entreprendre en France, c'est le moment, tu vois. Quand t'es au début de ton projet, il y a pas de, je dirais presque même, il n'y a pas de meilleur endroit en fait. Okay. Est-ce que pour toi, tout le monde peut entreprendre ? Est-ce que c'est donné à tout le monde ? Absolument pas. Et pourquoi ? Faut quand même être sacrément fou pour se dire je vais imaginer quelque chose dans ma tête et ça va devenir quelque chose de réel et il n'y a que moi qui y crois au début et je vais essayer de convaincre des gens que... C'est la prise de risque qui est... Ouais, non, c'est pas facile en plus. Et demain, en plus, quand tu fais des sacrifices financiers, de temps, etc., encore une fois, tu sacrifies dans quelque chose que dans ta tête que ça existe. Hein. Ça marche. Dans la tête de personne d'autre. Donc non, c'est absolument pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont faits pour le travail, il y a des gens qui sont faits pour le salariat, il y a des gens qui sont faits pour l'intrapreneuriat, tu vois, pour évoluer dans des boîtes. C'est vraiment pas fait pour tout le monde. Ouais. Et revenons sur PlayerLync, ça évolue comment ? Vous avez des clients, ça progresse ? Écoute, on a énormément de chance là. On a développé à la base on n'avait que le recrutement. On a développé 2 autres technos, PlayerLync IQ pour la préparation de matchs et de performances et PlayerLync Recon pour analyser les équipes adverses. Donc on a 3 ans maintenant le recrutement, la performance en interne et la préparation de match. On a lancé aux États-Unis pendant la March Madness. On a fait plusieurs trucs pour des grosses universités, tu vois, St. John, pour McNeese State aussi. Et on leur a permis, McNeese State par exemple, on leur a fait donc tu as la March Madness, un très gros tournoi aux États-Unis, et on a permis à McNeese State d'avoir la première victoire de leur histoire. Alors, est-ce que c'est grâce à nous ? Je sais pas. Mais en tout cas, on a bossé avec eux la veille. Ils ont réussi. Et ils ont réussi le match dernier et ils sont très contents. Tu vois. Donc, on a un marché qui s'est ouvert aux États-Unis. Faut savoir que maintenant, ils payent les joueurs aux États-Unis. Donc, il y a la NIL et ils gagnent plus d'argent qu'en Europe. Donc, il y a un gros marché qui s'est ouvert pour nous. On a foncé les 2 pieds dedans. Et donc là, ça marche plutôt fort pour nous. On a commencé à recruter. Donc, il y a tout qui s'accélère. On a des problèmes, mais des bons problèmes, tu vois. Est-ce que du coup, par rapport à l'acquisition client, donc pour trouver des agents, des clubs, etc., comment vous faites chez PlayerLync ? On ne cherche même pas les agents, au final. On a arrêté parce que les agents ils vont venir d'eux-mêmes. Et pour trouver des clients, en fait, il s'avère qu'il y a un phénomène de viralité. C'est un milieu qui est ultra compétitif. Et donc, dès que quelqu'un entend parler d'une possible comme ils disent, marginal edge, ils foncent tous dedans et ils se font la passe entre eux en plus. Là, il faut savoir que Florida Gators, qui ont gagné le championnat américain, ils ont recruté toute leur équipe grâce à une IA. Et donc, quand tout le monde a entendu parler de ça, aujourd'hui, tout le monde, c'est la course à l'armement. Tu vois. Et donc, encore une fois, je te parlais de chance. Tu vois ou pas comment le destin fonctionne. Pile à ce moment-là, nous on est là, on est prêts. Et du coup, vous faites comment ? Vous avez, je sais pas si tu as des commerciaux dans ta boîte ou c'est toi le commercial ? Non, on fait founder-led sales, tu vois, genre nous on vend nous-mêmes, on a des associés, pareil, et c'est des petits réseaux. Donc au final, on a Taco Pinero qui bosse avec nous, qui est associé sur la boîte, qui s'occupe des États-Unis, il a joué à NBA, il a joué en Europe. C'est le meilleur marqueur de l'histoire de l'université de Louisville et ça nous a ouvert des portes énormes tu vois, sur le marché américain et étranger.
Pareil, mon associé Web en France. On est en train de finaliser avec un partenariat avec un associé en Espagne. Ok. Donc c'est des petits réseaux et au final l'outil est tellement bon. C'est la chance qu'on a et c'est ce que je voudrais dire aux gens quand tu te concentres pour faire un produit. Nous, on a toujours essayé de faire en sorte que le produit soit tellement bon qu'il se vende lui-même. Ok, c'est ça le truc. C'est le rendre viral, que tout le monde est content et que ton commercial, c'est tes clients parce qu'ils vont parler et que ça ramène un peu, ça fait du bruit, ça ramène indirectement les gens vers toi et t'as pas besoin d'aller les convaincre en fait parce qu'ils sont convaincus par l'outil en fait. Ouais. Nous, on a chouchouté nos bêta-testeurs, tu vois. On essaie de les chouchouter au maximum. Et c'est aussi ça. Nous, on a eu la chance d'avoir des clubs bêta-testeurs qui nous ont fait confiance au moment où on n'avait rien et qui ont eu de la patience avec nous et qui continuent à nous faire des retours jusqu'à aujourd'hui. Et c'est eux qu'on essaie de chouchouter au maximum. Ouais. Je pense notamment à Antibes, qui a un club avec qui j'ai gagné 2 titres. Et qui nous ont aidés dès le début et qui ont été patients avec nous. On les a pas livrés, on devait les livrer, on les a pas livrés pendant des mois. Et eux, ils ont quand même fait leur part du deal, tu vois. Okay. Donc c'est ce genre de partenariat qui fait que ton projet il peut survivre quand tu es dans un moment de trou. Okay. Et nous, aujourd'hui, on les oublie pas parce que dès qu'on a une nouvelle fonctionnalité au Quackes, c'est eux les premiers. C'est eux les premiers à en bénéficier, tu vois. C'est beau. Non, c'est beau ça. Et là, ils sont bien, ils sont sur 8 ou 9 victoires de suite, je crois, ou même 10. Changement complet dans leur saison. Okay. Donc on leur souhaite de monter et d'être champion et nous on sera là avec eux. Ouais, est-ce que eux, ils diront pas pourquoi t'as révélé ça dans un podcast, le fait qu'ils utilisent PlayerLink? Non, parce que tu sais, ils affichent PlayerLink pendant les matchs sur les écrans dans la salle et tout, et sur les matchs télévisés. Donc au final, il n'y a pas de secret. Et puis le coach, c'était JD Jackson, c'est l'un des premiers bêta-testeurs d'une autre boîte, Synergy, qui est arrivée en France il y a des années. Okay. Donc ils ont cette appétence tech aussi, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis, on a de la chance, c'est qu'on est tombé sur les bonnes personnes. Ok, ça marche. Si je devais te revoir dans 2 ans, ça aurait été quoi les choses que tu aurais voulu accomplir? Alors, si je la pose d'une manière, c'est quoi la vision à 2 ans en fait? Pour moi ou pour PlayerLink? Non, pour toi et pour toi surtout. Pour moi, la vision dans 2 ans déjà, c'est d'avoir de l'argent. Okay. Beaucoup d'argent. J'espère qu'on aura gagné quand même plein de pognon. C'est ce qu'il faut. Voilà, j'ai jamais honte de le dire. Nous, on est là, on le fait, c'est pour gagner de l'argent. C'est beau. Donc j'espère, ce sera un métrix de la réussite, c'est que je sais que j'ai encore plus d'argent. C'est le premier KPI. KPI aux États-Unis, le KPI, c'est l'argent. C'est l'argent. Donc je nous souhaite d'avoir beaucoup d'argent. Je te le souhaite. Et puis le deuxième truc pour PlayerLink, c'est vraiment, j'espère que la solution, elle sera installée. Et surtout, en fait, ce que j'ai hâte de voir, c'est dans 2 ans, c'est le nombre de contrats qui ont été signés, mais de manière différente, tu vois. C'est-à-dire combien de joueurs ont réussi à s'exporter grâce à PlayerLink, combien de clubs, combien d'histoires se sont écrites, tu vois. Et j'espère que d'ici 2 ans, il y aura, tu veux me prendre pour un fou, 100% du marché français, 80% du marché américain. On a des grosses ambitions, tu vois. Je reviens à ce que je t'ai dit avant. Il n'y a pas de taxe sur les rêves. C'est non imposable. Ça marche. Écoute, très bien. On arrive à la fin de ce podcast-là. Est-ce que tu veux rediriger ceux qui écoutent le podcast, tu veux les rediriger quelque part sur Insta, sur le site? Non, pas nécessairement, parce qu'au final, tu sais, moi, mon marché, c'est un marché de niche. S'il y a des entrepreneurs, vraiment, je les invite à se rapprocher de la BPI, de CapCrea, de manière un peu sur Insta. Mais vraiment, il y a des gens qui sont là pour vous aider si vous avez un projet, et ne vous limitez pas en pensant que vous n'avez pas d'argent ou que vous n'avez pas les ressources, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à vous les donner. Mais ceux qui veulent te suivre, toi, en perso? Saded, Aded, SADE-ADED, sur Instagram, du coup. Ouais, ou l'inverse. Je mettrai ça en lien, du coup, dans le podcast. En tout cas, c'est un plaisir. Franchement, je trouvais ça intéressant. Partagé, ouais. C'est un plaisir J'espère que ça apporte quelque chose. En tout cas, ceux qui veulent se lancer dans l'IA, en tout cas, ils n'ont plus d'excuses parce qu'on a un cas concret. Franchement, ton parcours il est inspirant. Non diplômé. Mais après, tu as quand même quelque chose qu'on n'a pas, nous. Enfin, moi, je viens de la tech. Moi, j'ai pas connu toute cette. Ce que tu as connu en tant que joueur sportif à haut niveau, ça joue sur la personnalité, sur pas mal de choses. Du coup, on a quand même un petit frein là-dessus. Mais ouais, c'est incroyable. En tout cas, j'ai bien aimé l'échange. Je
Je te remercie. Pareillement. Et puis peut-être Pareillement. une prochaine fois. Yes. C'était un plaisir en tout cas. Merci. Prochaine fois dans 2 ans quand je serai riche. Ouais, bien sûr.